Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je fais la première vidéo de la série que je vous avais promis, de développement sur l'agriculture, l'élevage et la production piscicole au Mali. Voilà. Le Mali, le pays de Alpha Condé et de Alpha Omar Konaré, pardon. Le pays de Amadou Toumani Touré, ATT, le pays de Bodibo Keïta, voilà, aujourd'hui le pays d'Assimi Goïta, est un pays qui est dans l'histoire, en tout cas les livres que nous retrouvons ici aux États-Unis, était non seulement le, comme on disait, the Kingdom of Gold, le royaume de l'or, là on parle de l'Empire du Mali, mais c'était aussi et surtout le champion de l'agriculture dans le monde. Peu de gens le savent. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, vous retrouvez dans les livres d'histoire les premières personnes à venir d'Égypte qui se sont installées au Mali, ont ensuite traversé par la Guinée, le Sénégal, là, la Gambie aussi, et ont pris des embarcations pour se rendre en Amérique latine. Et c'est eux qui ont apporté beaucoup de spéculation en Amérique latine dans le domaine agricole. Mais comme il n'y a pas l'histoire de l'agriculture de nos pays, il faut que nous traversions tout l'océan Atlantique et arrivons jusqu'aux États-Unis pour voir ces travaux de recherche dans les livres. Pendant ce temps, les livres d'histoire écrits par le colonisateur français ont tout effacé ça et nous ont appris tout autre chose, ce qui a complètement détourné ou déréglé la tête des Africains. Et quand vous les entendez penser, nous aussi on pensait comme ça hier, mais quand vous les entendez penser, ça fait extrêmement mal, ça donne envie de pleurer parfois. Donc, on ouvre la série sur ce grand pays de l'agriculture, de la pastorale, qu'est le Mali. Et le Mali, comme le président malien avait dit, Assimi Goïta, la sécurité revient cap maintenant sur le développement, d'une part. D'autre part, parce que vous ne pouvez pas ramener la sécurité dans un pays si parallèlement vous ne faites pas du développement. Parce que l'un des meilleurs moyens d'amener les populations à être avec le gouvernement, c'est leur donner ce qu'on appelle en anglais un incentive. Un incentive. Et dans notre pays, la population est essentiellement rurale, tournée sur l'élevage et l'agriculture. Il suffit de moderniser le moyen de travail, l'agriculture devient un jeu parce que ça élimine ce qu'on appelle la pénibilité, ça augmente la productivité. Et c'est ce que les Burkinabés ont commencé et c'est ce que les Maliens vont faire bientôt. Je ferai la vidéo après celle-ci sur la tenue du Conseil national, le Conseil supérieur de l'agriculture, en présence du président Assimi Goïta. Donc on va décortiquer ça, on va lire le compte rendu sur la page de la présidence Koulouba. D'ailleurs, j'aimerais que les Maliens et les Burkinabés me disent pourquoi est-ce qu'on appelle le palais du Mali Koulouba et on appelle le palais du Burkina Faso Koulouba. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceux qui ont la réponse, qui nous mettent ça en commentaire là, pour que ça nous permette aussi d'enrichir nos connaissances. Donc le Mali, disais-je, va exporter vers le Sénégal à l'occasion de la Tabaski 250 000 têtes de moutons. Voilà, c'est important. Le président du Sénégal, le premier ministre de l'Agriculture du Sénégal s'est rendu au Mali et il a signé à l'occasion avec le gouvernement malien un accord parce que le gouvernement malien aussi rationne, n'est-ce pas, rationne les sorties, mais un accord qui permet d'exporter 250 000 têtes de moutons vers le Sénégal. C'est important, donc c'est une bonne chose parce que ça va procurer des revenus, donc de l'argent chez les éleveurs maliens. L'argent va rentrer, ça va procurer des taxes chez l'État malien, mais également ça va permettre au Sénégal d'avoir son marché régulièrement approvisionné, etc., pour pouvoir satisfaire la demande des ménages, des familles, des ménages sénégalais à l'occasion de la fête de la Tabaski où les gens sacrifient un mouton, voilà, pour pouvoir et partager le repas avec le voisinage. Voilà ce que nous voulons voir dans l'Afrique qui s'amorce. Il n'est pas question que les Européens aient conçu l'Europe comme nous avons vu. Ils en ont fait un cadre homogène jusqu'à un certain niveau, peut-être pas encore entièrement homogène. Ils en ont fait un cadre homogène jusqu'à un certain niveau et ils arrivent à travailler et que sur notre continent, on en soit toujours
dans des querelles et des disputes. Voilà. Donc, quand on voit le partenariat, et les partenariats, ça n'a pas besoin de commencer sur des grandes choses. Généralement, ça commence sur des petites choses. Mais quand on les met ensemble, ça fait des grandes choses. Hein. Comme on dit, un fleuve, c'est quoi? C'est plusieurs petites rivières qui viennent se verser dans un affluent. Et à l'arrivée, ça forme un grand fleuve. C'est de ça qu'il s'agit. Et la mer, c'est une constellation de fleuves qui se versent dans un grand espace et ça fait la mer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Mali, donc, qui est un grand pays qui a une tradition agro-pastorale. Hein, quand vous regardez le Mali, vous voyez la tradition agro-pastorale, vous voyez la production agricole au Mali, vous voyez vraiment comment ils sont forts dans l'élevage, comme on dit. Quand vous voyez même chez nous au Cameroun, là, les gens qui font la viande, les grillades de viande, comme on dit le soya, hein, qui coupent la tac, tac, tac avec le plantain. Maintenant, il y a aussi les pommes frites, le plantain frit. Les gens s'arrêtent pour manger, les gens achètent pour amener le soir. Aujourd'hui, maintenant, c'est perfectionné. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais au Cameroun, maintenant, c'est perfectionné. Il y a des applications où vous pouvez commander. Le gars, il prépare bien. On dit peut-être c'est chez Moussa. Il prépare bien. Vous payez par transfert d'argent et il y a une société, un coursier qui vient chercher, amener dans les familles pour que les gens se régalent. Voilà. Donc, nos frères maliens ont cette grande tradition. Hein? Lorsque j'étais au Cameroun, je n'hésite pas à le dire, il y avait ce qu'on appelle marché Congo. Voilà, au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun connaissent ce qu'on appelle marché Congo. Donc, je me rendais régulièrement là-bas pour manger la viande de mouton, par exemple. Voilà, donc c'est comme ça. Non, le Mali, c'est ça. Nos frères maliens, c'est ça en fait. Ils ont une grosse expertise là-dedans. Nos frères sénégalais aussi. Et donc, la décision maintenant du gouvernement sénégalais d'acheter au Mali, décortiquons-la un peu. Première chose, dans quelle devise se passe l'achat? L'achat se passe en francs CFA. Supposons un seul instant qu'on avait acheté ces moutons en Australie, il aurait fallu des dollars. Donc, la décision d'acheter en francs CFA, ça fait qu'on commerce dans une devise qui est la même. Première chose. Deuxième chose, il y a une demande au Sénégal. Une demande au Sénégal. Il y a les demandes au Mali qui sont satisfaites par la production au Sénégal. Il y a une demande au Sénégal qui est satisfaite par la production qui vient du Mali. Ça veut dire que ça donne la possibilité ou la latitude au gouvernement malien, à l'occasion de la tenue de son Conseil supérieur de l'agriculture, de mettre en place, et c'est ce qu'ils ont décidé, des semences, du matériel, pour que les éleveurs puissent commencer à travailler très rapidement, les éleveurs puissent commencer à être plus performants, hein, faire des inséminations, croiser, améliorer les races, le poids, etc., développer l'alimentation animale, développer les vaccins pour les animaux, etc., etc. Donc, ça crée une demande, ce qu'on appelle en économie une demande stable. Et la demande stable, par exemple, si les producteurs maliens savent que nous pouvons exporter 250 000 têtes au Sénégal, 250 000 têtes en Guinée, 500 000 têtes au Nigeria, par exemple, et que quand on consolide le nombre de têtes à exporter, ça fait 3 millions, et que par exemple notre cheptel est à 32 millions de caprins, donc de moutons, si nous devons exporter 3 millions par an, ça devient un incentive pour produire intensivement. 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 Vous allez à la frontière des États-Unis et du Mexique. Si vous comptez le nombre de camions qui arrivent d'Amérique latine et qui traversent, d'Amérique centrale, et qui traversent pour entrer aux États-Unis avec des bêtes, avec des têtes de bœufs, etc., etc., c'est la folie. C'est ça qui enrichit des pays comme le Mexique. Pourquoi est-ce que chez nous, le Mali ne pourrait pas développer l'avantage comparatif? Et comme je l'ai dit la dernière fois, l'avantage comparatif, c'est pour ces pays-là, le climat qui est favorable à l'élevage. Parce que la mouche tchétché ne prospère pas dans un climat qui est sec et chaud. Voilà. Donc, il faut que, à partir du moment où le Mali a le potentiel pour approvisionner la Guinée-Bissau, pour approvisionner la Mauritanie, pour approvisionner la Gambie, pour approvisionner le Sénégal, pour approvisionner la Guinée-Conakry, pour approvisionner la Sierra Leone, où il y a des musulmans, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le nord du Bénin est musulman, le Ghana, le Niger, etc., etc. À partir du moment où le Mali a ce potentiel, l'élevage au Mali devrait être modernisé et être une source de croissance. Je rappelle que quand on étudie le PIB malien, l'agriculture et l'élevage, c'est 40% du produit intérieur brut. C'est pas mal.
mais l'expérience démontre qu'ils ont une énorme marge de progression si on modernise le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Bon, on en reparlera dans la tenue du conseil, le compte rendu, la tenue du conseil supérieur de l'agriculture, mais on espère que les résolutions du conseil supérieur de l'agriculture vont être implémentées très rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. En l'implémentant très rapidement, le général Assimi Goïta, Ibrahim Aïga et d'autres nous donnent la possibilité ici de faire des analyses pour pouvoir éclairer l'opinion publique. Voilà. Mais en même temps, on salue aussi la décision du Sénégal qui, pour s'approvisionner, est allé s'approvisionner chez son frère voisin du Mali. Il jette sur le truc. Le ministre de l'administration, le ministre de la Défense du Sénégal s'appelle Birame Diop. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali s'appelle Abdoulaye Diop, je crois. Alors je me demande, les Diop là, s'il y a une différence, je ne crois pas qu'il y en a. Qu'il y en ait. Ce sont les mêmes peuples. À l'époque, on était étudiants. On avait des Maliens qui parlaient Mbambara, ils parlaient ça avec des Sénégalais qui parlaient Mbambara. Et nous, on était KO debout. Quoi. On se demandait parfois qui est Malien, qui est Sénégalais. Donc, ça, c'était important. Donc, ça veut dire que des pays comme le Sénégal, en donnant la possibilité au Mali d'avoir une débouchée stable sur son territoire, ça donne la possibilité donc de développer ce qu'on appelle le commerce interafricain. Vous savez vous-même que l'une des raisons pour laquelle de la pauvreté en Afrique, c'est la faiblesse du commerce interafricain. Vous avez quantité, c'est-à-dire que le Gabon a le bois en, comme on dit chez nous au Cameroun, soc, ça veut dire qu'ils en ont en vrac. Mais les meubles qui sont utilisés au Cameroun sont importés de Chine. Qu'est-ce qu'on entend pour que le gouvernement gabonais, par exemple, mette à place des investisseurs camerounais et même gabonais ensemble, pour que dans la zone économique spéciale d'un corps au Gabon, qu'on commence à fabriquer des meubles qu'on exporte dans toute l'Afrique centrale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis que quand le ministre sénégalais vient déjà au Mali, négocier avec son homologue et avec l'interprofessionnel de l'élevage et du transport de bétail, pour signer un contrat d'approvisionnement de son pays sur le territoire malien, c'est déjà un signal. Il suffit que demain, on essaie de multiplier ça. On passe au riz, on passe à beaucoup d'autres choses, hein, etc. Et que les Maliens aussi commencent à acheter à partir du Sénégal. Ça s'appelle le poisson. Les Sénégalais peuvent commencer à calibrer, mettre dans des cartons, mettre en route des camions frigorifiques et exporter leurs poissons vers le Mali, vers le Burkina Faso et vers le Niger, etc., etc. Nous devons accélérer la coopération. Nous devons accélérer la coopération. Nous avons beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, le Sénégal a une compagnie aérienne qui est puissante. Demain, le gouvernement, par exemple, moi j'ai vu au Niger, le Hatch, c'est d'autres compagnies. Par exemple, le Sénégal devrait pouvoir négocier avec le Niger de façon à gagner ces marchés-là. Gagner ces marchés au Burkina Faso, gagner ces marchés au Mali et opérer les vols vers la Mecque. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, on veut voir l'intensification du commerce. Voilà. C'est pour ça que vous voyez sur cette chaîne, je vous ai dit, il y aura très peu de critiques des États, mais on va essayer d'encourager ceux qui font des choses ensemble. Hein, ceux qui font des choses ensemble. Entre être la base arrière des organisations d'une nébuleuse pour attaquer un pays et être le premier partenaire commercial du pays, je préfère parler de celui qui est le partenaire commercial du pays. Voilà, c'est ça qui nous préoccupe. En tout cas, c'est ça qui préoccupe notre génération en ce moment-là. De voir les pays commencer à travailler avec eux, de voir le continent africain commencer à travailler avec eux. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous prie de la partager, de la liker pour que YouTube la recommande au maximum de personnes, de vous abonner et de laisser votre commentaire, vos impressions en dessous de la chaîne là. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Restez scotchés car le meilleur ici est à venir. Bye.